Donc les palpitations, ben, une fois de plus, il va falloir les reconnaître. Il va ensuite falloir en préciser le mécanisme, c'est-à-dire à quel niveau ça se passe et quel type de trouble du rythme il s'agit. Et puis surtout, comme pour la syncope, il va falloir que vous recherchiez des signes de gravité. Parce que, une fois de plus, hein, vous avez beau être jeune, peut-être un certain nombre d'entre vous ont des palpitations, et ce n'est pas pour ça qu'ils vont mourir demain. Néanmoins, des palpitations, surtout quand il existe une maladie cardiaque, ça peut être le premier signe annonciateur d'un événement grave. L'événement le plus grave étant l'arrêt cardio-circulatoire. Hein, vous savez, le SAMU, pimpon, donc avec le défibrillateur. Et ça, il faut mieux le dépister avant. Donc les signes de gravité, ils vont être liés à la tolérance clinique, c'est-à-dire que est-ce que le patient fait une syncope quand il a ses palpitations ou non, et une fois de plus, à une cardiopathie associée. C'est ça qui fait toute la gravité des troubles du rythme. Et puis enfin, mais c'est pas ça, si vous êtes encore un petit peu jeune, mais quand vous allez progresser, ben on vous expliquera comment choisir la thérapeutique pour protéger le patient d'une part de ses symptômes, mais surtout le protéger s'il y a un risque de mort subite. Alors définition, c'est la perception anormale de battements cardiaques. Il y a deux types de palpitations, soit des battements hyperkinétiques, c'est-à-dire que le patient il sent des coups de poing dans la poitrine. Il dit voilà, de temps en temps j'ai des coups de poing, mais vous dites c'est rapide. Non, non, mais c'est fort. Donc ces palpitations-là sont dues en général à des extrasystoles. L'extrasystole, c'est un battement prématuré. Ce battement prématuré entraîne en général une pause. Pendant cette pause, le ventricule va se remplir un maximum et va générer une onde systolique assez importante, et c'est ça que le patient ressent. Il ne ressent pas l'extrasystole, qui est le battement prématuré, il ressent le battement post-extrasystolique parce que le volume d'éjection est important et que ça vous fait, après cette pause, une espèce de bouffée de chaleur. Et puis l'autre type de palpitation, c'est effectivement l'impression que le cœur s'emballe, tape très vite, hein, très fort dans la poitrine. Alors après, vous allez essayer de préciser les caractéristiques de ce battement. Donc battement fort, extrasystole, battement rapide. On va essayer de savoir si c'est régulier ou irrégulier. Alors il y a des patients qui sont incapables de vous le dire. Il y en a qui vont dire ah oui, ça battait, c'était complètement irrégulier. Puis vous pouvez le mimer. Vous pouvez dire est-ce que c'est papa ou papa pam. Vous dites ah ben oui, c'est comme ça. Et ça vous permet quelquefois d'orienter votre diagnostic, notamment si vous avez des battements très irréguliers et très rapides, vous pourrez évoquer une fibrillation auriculaire, uniquement à l'interrogatoire. Bien sûr, vous n'allez pas en faire le diagnostic, mais vous allez l'évoquer. C'est toujours très enrichissant pour un médecin de pouvoir faire un diagnostic uniquement sur l'interrogatoire. Quant aux battements réguliers, vous allez demander s'ils sont progressifs ou brutaux. Est-ce que tout d'un coup, d'une seconde à l'autre, le patient a senti son cœur taper à toute vitesse, ou bien il dit non, tout d'un coup ça allait un peu vite et puis ça allait de plus en plus vite. Un petit peu comme ce que vous ressentez quand vous faites un effort. Et on interrogera également sur la fin, c'est-à-dire est-ce que l'arythmie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre, ou bien est-ce qu'elle s'est arrêtée progressivement. Donc là encore, vous avez une place pour un interrogatoire et vous ne perdez pas votre temps en interrogeant correctement votre patient. Quelquefois c'est désespérant parce que le patient va être divergé sur plein d'autres sujets. Il faut le recentrer et essayer d'avoir le maximum d'informations sur les symptômes. Alors, je vous ai mis interrogatoire et on retrouve les mêmes éléments. C'est-à-dire que vous faites un interrogatoire toujours de la même façon, que ce soit en cardiologie ou en neurologie. C'est-à-dire que vous commencez par les antécédents extra la pathologie que vous suspectez. Vous faites les antécédents familiaux, c'est toujours important. Vous faites le traitement, ça c'est fondamental, et les modes de vie. Si vous avez un cadre et une grille comme ça, en général, vous ne passerez pas à côté de choses importantes. Après, puisque le patient vient pour des palpitations, vous allez essayer de préciser les caractéristiques des palpitations pour pouvoir faire le mécanisme. Et puis vous allez en préciser la tolérance, parce qu'encore une fois, c'est ça qui peut faire un signe de gravité. L'examen clinique, il sera cardiovasculaire complet, et les examens complémentaires, il y a un double versant dans les palpitations. Vous aurez des examens purement rythmologiques, c'est-à-dire que vous allez vouloir savoir quel est le type de trouble du rythme qui donne les palpitations, et puis vous avez à avoir un examen morphologique, fonctionnel, cardiaque global,
parce qu'encore une fois, la présence d'une cardiopathie va tout changer dans le pronostic de vos troubles du rythme. Les caractéristiques des palpitations, ce qui est important, début et arrêt, la régularité et la modalité d'arrêt. La modalité d'arrêt, donc il y a une pathologie rythmique, donc vous allez pouvoir faire le diagnostic en cabinet chez des sujets jeunes qui depuis longtemps des palpitations. Souvent les parents disent bon, ce sont des crises d'angoisse, ne nous casse pas les pieds. Mais si, ça allait pas bien, hein, ça battait vraiment très vite et puis j'étais pas bien. Mais non, c'est une crise d'angoisse. Donc le début est brutal, quelquefois en se penchant en avant, ça tape vite, ça tape régulièrement, et ça s'arrête brutalement, éventuellement. En général, les sujets, ils apprennent à connaître les manœuvres qui l'arrêtent avec les manœuvres vagales. La manœuvre vagale, ça permet de stimuler le vague, donc un petit peu comme quand on fait une recherche de syncope vasovagale. Et on va stimuler, donc faire un massage sino-carotidien. Tout à l'heure, on le faisait pour voir s'il y avait une sensibilité particulière qui pourrait expliquer la syncope. Là, on va le rechercher pour justement bloquer la conduction auriculo-ventriculaire, arrêter la tachycardie. Hein. Donc le massage sino-carotidien, c'est les mêmes précautions, il faut l'ausculter. Bon. Ça va être la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de gonfler la poitrine, de mettre plein d'air dans la poitrine, et après de comprimer le thorax, de telle façon d'augmenter la pression intrathoracique, parce qu'il y a des barorécepteurs, non plus carotidiens, mais au niveau des gros vaisseaux, et que si vous augmentez la pression intrathoracique, vous allez avoir une stimulation vagale importante qui va pouvoir arrêter la tachycardie au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Donc la manœuvre de Valsalva, c'est à connaître, vous l'apprendrez aux patients, etc. Et si vous avez une tachycardie du sujet jeune, démarre brutalement, s'arrête brutalement, régulière, et notamment si elle s'arrête de façon reproductible aux manœuvres vagales, vous pouvez dire vous faites une maladie de Bouvray. Alors, vous allez faire des examens, vous allez progresser, mais vous allez faire votre diagnostic à l'interrogatoire. Les mécanismes des troubles du rythme, vous avez les troubles du rythme au niveau auriculaire, extrasystole auriculaire, c'est un événement prématuré, la fibrillation auriculaire, le flotteur auriculaire, les tachycardies auriculaires. Vous avez au niveau ventriculaire une extrasystole ventriculaire, c'est un événement prématuré, la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire, les torsades de pointe. Et entre les deux, les tachycardies dites jonctionnelles ou réciproques, donc les réentrées nodales et les voies accessoires, qui peuvent donner notamment cette fameuse tachycardie de Bouvray du sujet jeune. Le bilan rythmique, on fait au minimum un électrocardiogramme percritique. Plus votre électrocardiogramme percritique sera de qualité, plus facile ça sera de faire le diagnostic et ça évitera d'embêter le patient par des tests de reproduction de l'arythmie, c'est-à-dire des explorations électrophysiologiques. Et chaque fois que vous faites une manœuvre, massage sino-carotidien, injection de médicaments, vous faites défiler l'électrocardiogramme. Tant pis, ça sacrifiera quelques branches d'arbres des forêts, mais ça vous permettra là aussi de poser votre diagnostic pendant la tachycardie. L'électrocardiogramme intercritique, ce n'est pas parce que le patient n'est pas en crise que vous ne pouvez pas évoquer un mécanisme. Donc vous allez avoir des anomalies sur l'électrocardiogramme de base que vous faites, qui vous dites « Ah, ces palpitations, c'est peut-être dû à ça ». Le Holter ECG, ça va jusqu'à 21 jours. L'enregistreur séquentiel, c'est un système un peu comme le Holter, mais c'est moins précis. C'est un appareil qui va enregistrer soit quand le rythme dépasse certaines valeurs, soit si le patient appuie sur un bouton quand il a des malaises. Une épreuve d'effort, notamment quand les gens ont des palpitations à l'effort. Un ECG moyennant amplification, bon, ça se fait de moins en moins, donc je ne vais pas développer. Et puis, la fameuse exploration électrophysiologique. Là, on ne va pas chercher des troubles de conduction, on va chercher à déclencher une tachycardie et à l'analyser. Donc on met des tuyaux dans l'oreillette, dans le ventricule, on stimule le cœur, on met des produits pour déclencher la tachycardie. Ce qu'on veut, c'est essayer de voir la tachycardie qui est responsable des palpitations du patient, notamment pour savoir si c'est grave et qu'il a un risque de faire un arrêt cardio-circulatoire. Le deuxième versant d'examen, ça va être de rechercher cette fameuse cardiopathie qui donne toute la sévérité aux troubles du rythme. Une échographie cardiaque, une échographie d'effort, c'est-à-dire tous les tests qui permettent de rechercher une ischémie, l'écho d'effort, la scintille, l'IRM de stress, et puis toutes les techniques d'imagerie qui se deviennent de plus en plus perfectionnées, le scanner cardiaque pour les coronaires
Et puis l'IRM pour rechercher des zones de fibrose, parce qu'on sait maintenant que la fibrose est un facteur important dans le développement des troubles du rythme ventriculaire. Donc quelqu'un qui a fait une myocardite et puis qui a une séquelle, une cicatrice séquellaire, quelqu'un qui a fait un infarctus myocardique, on ne voit pas toujours sur l'écho, on va le détecter à l'IRM et ça va nous orienter dans le mécanisme du trouble du rythme. Et puis bien sûr, bon, l'analyse des coronaires pour rechercher une maladie des coronaires chez des gens qui font des troubles du rythme ventriculaire. Sans oublier le bilan biologique qui comporte systématiquement une TSH, notamment quand on est dans quand on suspecte des troubles du rythme auriculaire tels la fibrillation, et puis un ionogramme sanguin pour dépister l'hypokaliémie, qui est un facteur favorisant et quelquefois même suffisant à lui seul pour générer des palpitations. Donc vous voyez, on ne fait pas tous ces examens, bien sûr. On va les faire étape par étape en fonction de ce qu'on a vu et ce à quoi on pense. Mais vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire.